La mer de Chine méridionale est au cœur d'une des tensions géopolitiques les plus brûlantes de notre époque. Zone stratégique et riche en ressources naturelles, elle attire l'attention de nombreuses puissances régionales et mondiales. La question qui se pose alors est de savoir si ces tensions peuvent être contenues diplomatiquement ou si le monde se trouve à l'aube d'un nouveau conflit majeur. Pour comprendre ces tensions, on te propose de découvrir dans cette vidéo l'histoire de la région, les acteurs clés et pourquoi la mer de Chine méridionale est au bord de l'implosion. La mer de Chine méridionale est une mer bordière de l'océan Pacifique, couvrant environ 3,5 millions de kilomètres carrés. Elle est délimitée par plusieurs pays. La Chine, Taïwan, les Philippines, la Malaisie, le Brunei, l'Indonésie et le Vietnam. Elle est caractérisée par la présence de nombreux archipels et elle joue un rôle crucial en tant que couloir maritime reliant l'Asie de l'Est à l'Europe et au Moyen-Orient. En plus de son importance stratégique, la mer de Chine méridionale est riche en ressources naturelles telles que les hydrocarbures. Maintenant que tu vois où se trouve la mer de Chine méridionale, regardons maintenant de plus près l'histoire de la région. La mer de Chine méridionale a toujours été un carrefour important pour le commerce et les interactions culturelles. Dès l'Antiquité, des routes maritimes commerciales traversaient cette mer, reliant la Chine aux autres régions d'Asie du Sud-Est, à l'Inde et au Moyen-Orient. Les marins et commerçants chinois, arabes et malais y naviguaient, échangeant des marchandises telles que la soie, les épices et la céramique. Les anciens royaumes et empires de la région ont tous profité de cette position stratégique. Comme tu t'en doutes, il n'y avait pas de frontières maritimes clairement définies, ce qui rendait la navigation et le commerce relativement libres. Cependant, l'arrivée des puissances coloniales européennes au XVIe siècle a bouleversé la dynamique régionale. Les Portugais, Espagnols, Hollandais, Britanniques et Français ont successivement établi des colonies et des comptoirs commerciaux dans cette région. Les ambitions coloniales ont souvent conduit à des conflits territoriaux et maritimes. Ainsi, au XIXe siècle, la France a pris le contrôle de l'Indochine qui comprend l'actuel Vietnam, le Laos et le Cambodge, tandis que la Grande-Bretagne a consolidé son pouvoir sur la Malaisie, Singapour et le nord de Bornéo. L'Espagne a dominé les Philippines jusqu'à la fin du XIXe siècle, puis les États-Unis après la guerre hispano-américaine. Ces puissances coloniales ont redéfini les frontières terrestres et maritimes, imposant leur propre vision géopolitique. Par la suite, la décolonisation, après la Seconde Guerre mondiale, a laissé un vide de pouvoir en Asie du Sud-Est et les nouveaux États-nations ont hérité des frontières imposées par les colonisateurs, ce qui a parfois conduit à des conflits territoriaux. Mais quelles sont les tensions? Pourquoi la région est si prisée? L'une des principales raisons des tensions en mer de Chine méridionale est l'abondance de ressources naturelles. La région est réputée pour ses importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Ainsi, elle contiendrait jusqu'à 11 milliards de barils de pétrole et 190 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Ces ressources représentent donc une opportunité économique majeure pour les pays riverains. En plus des hydrocarbures, la mer de Chine méridionale est également riche en ressources halieutiques. Ces ressources désignent l'ensemble des organismes aquatiques exploitables par l'homme. Cela inclut les poissons, les crustacés, les mollusques et même les algues. Il faut savoir que ces ressources sont cruciales pour l'alimentation mondiale et l'économie. Cependant, elles sont confrontées à des défis tels que la surpêche, la pollution et le changement climatique. Ainsi, les zones de pêche de la mer de Chine méridionale y sont parmi les plus productives au monde. Pour les populations locales, la pêche est une source de subsistance essentielle qui ajoute une dimension économique et sociale aux revendications territoriales. Mais ce n'est pas tout. La mer de Chine méridionale est également d'une importance stratégique cruciale. Elle est traversée par certaines des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Environ un tiers du commerce maritime mondial transite par cette région, représentant des milliards de dollars en marchandises chaque année. Le contrôle de ces routes offre donc un avantage stratégique et économique considérable.
De plus, la présence de nombreuses îles et récifs, tels que les îles Spratleys et Paracels, permet d'établir des bases militaires et des installations de surveillance. La Chine, en particulier, a investi massivement dans la construction et la militarisation d'îles artificielles, renforçant ainsi sa présence militaire dans la région. Mais ça, on en reparlera plus tard. Avant cela, il faut savoir qu'il existe des règles sur la mer avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, alias la CNUDM. Elle est entrée en vigueur en 1994 et est le principal cadre juridique régissant les revendications maritimes. Elle établit des règles concernant les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux. Cependant, les interprétations de la CNUDM varient d'un pays à l'autre, contribuant aux disputes. D'ailleurs, en 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a rendu une décision concernant un différend entre les Philippines et la Chine sur la mer de Chine méridionale. Le tribunal conclut que les revendications chinoises, basées sur la ligne en 9 traits, n'avaient aucun fondement juridique selon les bases de la CNUDM. La Chine a rejeté cette décision, exacerbant les tensions. Mais c'est quoi la ligne en 9 traits? Quelles sont les différentes tensions? On t'explique tout. Le principal acteur de la région est la Chine, qui revendique environ 90% de la mer de Chine méridionale. En 1975, le pays a profité de la guerre du Vietnam pour s'installer militairement sur deux archipels, les Paracels et les Spratleys, qui concentrent un grand nombre d'îles et représentent donc une vaste zone économique. Cela marque pour l'Empire du Milieu le début d'une politique d'expansion dans la région. Il faut savoir que déjà en 1947, l'État chinois a revendiqué d'un seul coup la majorité de la mer de Chine méridionale en établissant la ligne en 9 traits sur les cartes. La ligne en 9 traits est une démarcation indéfinie que le pays utilise pour revendiquer une souveraineté territoriale sur une grande partie de la mer de Chine méridionale. Cependant, plusieurs pays de la région, notamment les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et le Brunei, contestent cette revendication car ils revendiquent également des îles et des zones maritimes dans cette partie du monde. Cependant, comme tu l'as vu précédemment, le droit international ne reconnaît pas cette ligne des 9 traits. Malgré tout, le pays continue de maintenir ses revendications en appuyant sa souveraineté sur des preuves remontant à la dynastie Han vers 210 avant notre ère. Selon la Chine, des documents historiques et des cartes montrent que les Chinois ont découvert, nommé et administré ces îles depuis cette époque. Il faut aussi savoir que depuis les années 1980, la Chine a intensifié ses efforts pour affirmer sa souveraineté sur la région. Cela inclut la construction d'îles artificielles, la militarisation de certaines îles et la mise en place de patrouilles navales fréquentes. La politique chinoise en mer de Chine méridionale s'inscrit dans une stratégie plus large de projection de puissance maritime. La Chine cherche à sécuriser ses routes commerciales, à accéder à des ressources naturelles cruciales, mais aussi à renforcer sa position géopolitique face aux États-Unis et à d'autres puissances régionales. Dans la région, il y a également le Vietnam qui a une longue histoire de conflit avec la Chine. Les deux pays se sont affrontés à plusieurs reprises, notamment lors de la bataille des îles Paracels en 1974 et de la bataille des îles Spratleys en 1988. Le Vietnam continue de revendiquer ces îles et a également renforcé sa présence militaire dans la région. Pour le pays, les enjeux en mer de Chine méridionale sont à la fois économiques et stratégiques. La pêche et l'exploration pétrolière sont des secteurs vitaux pour son économie, tandis que la sécurisation de ses eaux territoriales est une priorité de sécurité nationale. Les Philippines sont un autre acteur clé dans les tensions en mer de Chine méridionale. Rapidement, le pays va se rapprocher des États-Unis et ils vont mettre en place un exercice militaire conjoint annuel, appelé Balikatan, dont la première opération a eu lieu en 1981. Le pays a subi des pressions de la part de la Chine, notamment lors de la confrontation sur le récif de Scarborough en 2012. Cette confrontation a conduit les Philippines à déposer une plainte contre la Chine devant la Cour permanente d'arbitrage, aboutissant à la décision de 2016 dont on te parlait précédemment. Après cette décision, les Philippines ont adopté, pendant un temps, une approche plus conciliante envers la Chine, cherchant à renforcer les relations économiques tout en préservant leurs revendications territoriales.
La Malaisie, quant à elle, revendique certaines parties des îles Spratleys, basant ses revendications sur la CNUDM. Le pays a adopté une approche pragmatique, cherchant à éviter les confrontations directes tout en poursuivant ses intérêts économiques et stratégiques. Le pays a également renforcé ses capacités navales et coopère avec d'autres pays de l'ASEAN pour promouvoir la sécurité maritime régionale. Enfin, il y a le Brunei. Il faut savoir que c'est le plus petit des pays riverains de la mer de Chine méridionale en termes de population et de superficie. Le sultanat revendique une zone économique exclusive qui inclut une partie des îles Spratleys. Mais qu'est-ce donc qu'une zone économique exclusive ? En fait, c'est une zone maritime sur laquelle un État côtier exerce des droits souverains et économiques en matière d'exploitation et d'usage des ressources naturelles. Cette zone s'étend jusqu'à environ 370 km à partir de la côte de l'État. Dans cette zone, l'État a le droit d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles, qu'elles soient biologiques comme les poissons ou non biologiques comme le pétrole et le gaz. Aussi nommée ZEE, elle permet également à l'État de mener des activités économiques telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. Il faut aussi savoir que la notion de ZEE a été établie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée en 1982 à Montego Bay. Mais revenons au Brunei. Le pays a adopté une approche discrète et diplomatique dans ses revendications, évitant les confrontations directes. Le principal intérêt de Brunei en mer de Chine méridionale réside dans ses ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, qui sont cruciaux pour son économie. Mais il n'y a pas que les pays de la région qui jouent un rôle crucial dans la géopolitique de la mer de Chine méridionale. En effet, les États-Unis jouent un rôle primordial. En fait, en tant que puissance navale dominante, ils ont un intérêt stratégique à maintenir la liberté de navigation dans cette région vitale. Ils ont donc mené plusieurs opérations pour contester les revendications de la Chine qu'ils considèrent comme excessives. Les États-Unis soutiennent également leurs alliés régionaux, notamment les Philippines et le Vietnam, en renforçant leur coopération militaire et en fournissant une assistance en matière de défense. Ainsi, la présence américaine en mer de Chine méridionale est perçue comme un contrepoids à l'influence croissante de la Chine. Il faut aussi parler de l'ASEAN. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est joue un rôle central dans la gestion des tensions en mer de Chine méridionale. Elle est une organisation politique, économique et culturelle créée en 1967. Les pays membres comprennent l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Birmanie. Elle cherche à promouvoir une approche multilatérale et pacifique pour résoudre les différends territoriaux. Cependant, les divergences internes entre les membres de l'association compliquent la formation d'une position unifiée. Les pays de l'ASEAN ont négocié avec la Chine pour établir un code de conduite en mer de Chine méridionale, visant à prévenir les conflits et à promouvoir la coopération. Ces discussions leur permettent de signer avec la Chine en 2002 une déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale. Un accord non contraignant visant à prévenir les conflits. Cependant, cela n'a pas suffi à empêcher la poursuite des frictions. Il y a également d'autres acteurs asiatiques importants. Par exemple, le Japon et l'Inde sont également concernés par les tensions en mer de Chine méridionale en raison de leurs intérêts économiques et stratégiques. Le Japon, en particulier, a des différends territoriaux avec la Chine en mer de Chine orientale et soutient les efforts de l'ASEAN pour maintenir la stabilité régionale. Il en est de même pour Taïwan d'ailleurs, qui se trouve en mer de Chine orientale, à la frontière avec la mer de Chine méridionale. Le pays y revendique plusieurs îles et au fond, notamment l'île de Taiping, la plus grande terre émergée de cette région. L'Inde, quant à elle, a renforcé sa coopération avec les pays de l'ASEAN et les États-Unis pour contrer l'influence croissante de la Chine. Ainsi, l'Inde participe à des exercices navals conjoints et promeut la sécurité maritime dans l'Indo-Pacifique. Il faut savoir que pendant les années 80 et 90, il y a eu une augmentation des incidents autour des îles Spratleys qui sont revendiquées par la Chine,
le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei. La plupart des pays de la région vont alors établir des avant-postes militaires sur différents récifs et îlots. Ensuite, les pays de l'ASEAN vont chercher à favoriser le dialogue avec la signature, en commun avec la Chine, de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale, dont on te parlait plus tôt en 2002. Ensuite, dans les années 2010, la Chine est pointée du doigt pour ses activités de poldérisation, qui ont pour objectif de transformer des récifs en îles artificielles dotées d'infrastructures militaires grâce à l'assèchement de marais littoraux. Sur ces dernières, le pays déploie aéroports, troupes ou encore zones de lancement de missiles afin de renforcer ses revendications sur toute la zone. En 2012, la Chine prend le contrôle de l'atoll de Scarborough, qui est revendiqué par les Philippines. Cela a suscité l'inquiétude des pays riverains et des États-Unis, qui ont renforcé leur présence militaire dans la région. Ensuite, comme dit précédemment, en 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a rendu une décision historique rejetant les revendications chinoises. Cependant, la Chine refusera de reconnaître ce jugement et poursuivra sa politique d'affirmation. Par la suite, Pékin et Manille se sont enfoncés dans une grave crise diplomatique autour du banc Second Thomas qui est entre les mains des Philippines. Les incidents se multiplient, impliquant des navires militaires, des gardes-côtes et des bateaux de pêche. Ainsi, d'un conflit initialement centré sur plusieurs des îles et récifs, la situation a évolué vers un enjeu géostratégique majeur. D'ailleurs, le 5 mars 2024, on apprend que Manille accuse les forces chinoises d'avoir délibérément provoqué des collisions avec 2 de leurs bateaux et blessé 4 personnes avec des canons à eau en marge d'une nouvelle mission de ravitaillement. Depuis, les incidents ne cessent de se multiplier. On t'explique. En janvier 2024, face aux tensions croissantes, le Vietnam et les Philippines se rapprochent. À ce moment-là, a lieu une visite d'État du président philippin Ferdinand Marcos Jr. à Hanoï. Cela marque un net rapprochement entre les deux puissances asiatiques, notamment en matière de sécurité maritime en mer de Chine méridionale. Ce rapprochement avait précédemment été illustré par le nouvel accord de coopération, avec l'annonce d'un futur code de conduite bilatéral en mer de Chine méridionale et l'invitation faite au Vietnam de participer à l'exercice naval multilatéral Marpolex, qui doit se dérouler en 2024 face aux Philippines, aux côtés de l'Indonésie et du Japon. Cet exercice naval est un exercice qui a lieu tous les 2 ans, visant à améliorer la coopération et les capacités en matière de lutte contre la pollution marine, notamment les incendies, les opérations de sauvetage et la récupération des déversements d'hydrocarbures. L'objectif principal est de renforcer la planification, le commandement et le contrôle à travers une conduite de manœuvres maritimes intégrées. Cependant, il faut savoir que les Philippines et le Vietnam n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde concernant la situation en mer de Chine méridionale, où leurs propres différends maritimes et territoriaux ont entravé la coopération maritime pendant de nombreuses années. Il convient également de ne pas oublier qu'entre 1964 et 1969, le président philippin avait soutenu les États-Unis dans le cadre de la guerre du Vietnam et déployé dans le pays, aux côtés d'autres alliés, des dizaines de milliers de soldats dont les activités concernaient principalement l'aide médicale ainsi que des projets d'aides aux populations. Mais malgré cela, les Philippines et le Vietnam ont vu leur intérêt converger progressivement, notamment au sujet de la Chine, dont les deux pays se méfient. Finalement, ils ont trouvé des moyens de normaliser leurs relations bilatérales, notamment après le retrait des forces vietnamiennes du Cambodge en 1989, la fin du conflit frontalier avec la Chine et l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN en 1995. Mais le réel tournant arrive dans les années 2010. Les deux pays ont alors multiplié les échanges sur les questions d'intérêt commun. Cela a permis de mettre en place de 2011 à 2016 le plan d'action Philippines-Vietnam qui comprenait un protocole d'accord pour établir une ligne téléphonique directe entre les gardes-côtes philippins et la police maritime vietnamienne, ainsi qu'un protocole d'accord pour renforcer la coopération mutuelle et le partage d'informations entre les deux marines. Peu de temps après, les deux pays ont adopté une procédure opérationnelle standard pour les patrouilles conjointes et ont signé plusieurs accords techniques importants aux côtés de l'ensemble de l'ASEAN.
En mars 2024, la Chine accuse les États-Unis d'utiliser les Philippines comme pion après plusieurs incidents autour d'îlots que les deux pays asiatiques se disputent. Juste avant, les gardes-côtes philippins ont accusé leurs homologues chinois d'avoir, entre autres, provoqué des collisions avec deux de leurs bateaux. L'accrochage s'est produit près du récif disputé de Second Thomas. De son côté, Pékin a accusé les forces philippines d'avoir volontairement percuté un navire chinois pour provoquer un incident après leur intrusion dans la zone. Par la suite, Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déclare lors d'une conférence de presse « La Chine recommande aux États-Unis de ne pas utiliser les Philippines comme un pion afin de générer des troubles en mer de Chine méridionale. » Avant d'ajouter que les Philippines ne doivent pas se laisser manipuler par les États-Unis. Par la suite, les dirigeants de l'ASEAN et de l'Australie ont mis en garde contre toute action unilatérale qui menacerait la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Il ne faut pas oublier que les Philippines ont conclu des accords militaires avec les États-Unis et l'Australie. Ensuite, en mai 2024, la Chine a fait la une de l'actualité car le pays envisage de construire des tunnels sous-marins dans la région. L'objectif est d'abriter des soldats et des armes tout en offrant une protection contre les catastrophes naturelles et les frappes ennemies. De plus, cela permettrait à la Chine de renforcer sa présence et d'étendre son influence dans la région. Mais cela pourrait potentiellement modifier l'équilibre des forces dans la région et donner à la Chine un avantage significatif sur ses rivaux. Ainsi, ce projet soulève de nombreuses questions juridiques et diplomatiques. La construction de telles infrastructures militaires dans des eaux contestées serait perçue comme une provocation majeure par les autres pays riverains et les États-Unis. De plus, l'impact environnemental de tels travaux serait considérable dans une zone qui abrite des écosystèmes marins fragiles déjà menacés par la construction d'îles artificielles. Ce nouveau projet pourrait donc causer des dommages irréversibles à la biodiversité marine. En juillet 2024, Manille et Pékin trouvent un arrangement provisoire sur un récif disputé. L'objectif est le réapprovisionnement des troupes philippines stationnées sur un récif disputé de la mer de Chine méridionale. On parle ici d'un avant-poste isolé sur l'atoll Second Thomas qui a été au centre d'affrontements entre des navires chinois et philippins comme ont expliqué auparavant. Il faut savoir qu'une poignée de soldats philippins sont stationnés sur un navire de guerre rouillé nommé BRP Sierra Madre, qui avait été délibérément échoué sur l'atoll Second Thomas en 1999 pour faire valoir les revendications de Manille sur la région. Ainsi, les Philippines et la Chine sont parvenus à un accord sur un arrangement provisoire pour le réapprovisionnement en produits de première nécessité et des missions de rotation vers l'atoll Second Thomas. On pense alors que les tensions pourraient se calmer, mais à peine un mois plus tard, deux collisions relancent les tensions entre les deux pays. Selon les médias philippins, deux bateaux ravitailleurs des gardes-côtes naviguaient lorsqu'ils ont été soumis à des manœuvres illégales de la part de leurs homologues chinois. L'un des navires aurait été touché sur un flanc, créant un trou sur le pont, tandis que le second aurait percuté deux rochers, créant un trou mesurant 76 cm de longueur et 91 cm de largeur. Du côté chinois, les gardes-côtes accusent leurs homologues philippins de comportements non professionnels et dangereux après cette collision délibérée. Cela s'est passé près du banc de sable Sabina. Ce dernier est appelé Escoda aux Philippines et Xianbin en Chine, et il est le nouveau lieu de crispation entre les navires de surveillance des deux pays. Cette collision survient moins de 2 semaines après un incident aérien entre les armées chinoises et philippines sur un autre atoll, celui de Scarborough, dont Pékin s'est emparé en 2012. Mais selon certains médias, le problème vient en réalité des États-Unis, qui souhaitent maintenir leur hégémonie et leur primauté maritime dans le Pacifique oriental et s'opposent fermement à ce que la Chine étende sa puissance maritime. Il faut savoir que peu avant la collision, la marine états-unienne a mené des manœuvres conjointes avec des vaisseaux français en mer des Philippines pour soutenir, selon leur dire, un Indo-Pacifique libre et ouvert. Pour certains, ces tensions rappellent la guerre froide, avec les tensions entre deux blocs, à l'heure actuelle, la Chine contre les États-Unis. À la suite des dernières collisions entre les navires philippins et chinois, les États-Unis ont proposé d'escorter les navires philippins pour les missions de réapprovisionnement vers ses avant-postes en mer de Chine méridionale. Mais Manille a déclaré qu'ils n'accepteront pas cette offre
tant qu'ils ne seront pas dans l'incapacité d'assurer un ravitaillement vital et que ces troupes ne seront pas proches de la mort. Le général Browner, membre de l'armée philippine, a déclaré « Nous sommes heureux que les États-Unis nous aient offert un éventail d'options, y compris celle de se joindre à nous ou de nous escorter pour les missions de réapprovisionnement. » De son côté, l'armée américaine a déclaré que « Escorter un navire est une option tout à fait raisonnable dans le cadre de notre traité de défense mutuelle. » Rien qu'en août 2024, il y a eu 5 incidents en mer de Chine méridionale. Les tensions continuent en septembre 2024 et Pékin affirme qu'il écrasera toute incursion étrangère violant sa souveraineté, notamment en mer de Chine méridionale. Le lieutenant général de l'armée chinoise, He Lei, explique « Nous espérons que la mer de Chine méridionale restera une mer de paix, mais si les États-Unis avancent leurs pions en coulisses, s'ils poussent des pays en première ligne ou si les États-Unis eux-mêmes finissent par se retrouver en première ligne, l'armée chinoise n'hésitera pas. » Il ajoute « L'armée populaire de libération de la Chine écrasera résolument toute incursion hostile étrangère violant les droits et intérêts territoriaux, souverains et maritimes de la Chine. » De son côté, l'armée américaine a mis en garde contre toute tactique dangereuse, coercitive et potentiellement escalatoire de Pékin. Par la suite, à la fin du mois de septembre, la Chine effectue un test de missile balistique intercontinental équipé d'une ogive factice dans le Pacifique. Si aucun lien n'est fait avec l'actualité, ce lancement rappelle le contexte de rivalité sino-américaine dans le Pacifique, de tensions Pékin-Manille en mer de Chine méridionale et d'hostilité entre les autorités chinoises et celles de Taïwan. Aucun détail sur le lieu de la chute du missile n'a été rapporté. Le ministère chinois n'a également pas précisé si le projectile avait été lancé depuis un sous-marin ou depuis la Terre. Il faut savoir que les missiles balistiques intercontinentaux font partie des armes les plus puissantes au monde et peuvent transporter des charges nucléaires dévastatrices. Le ministère chinois de la Défense indique « La force des fusées de l'armée populaire de libération a lancé avec succès le 25 septembre à 8h44 en haute mer dans l'océan Pacifique un missile balistique intercontinental transportant une ogive factice d'entraînement. Il est tombé avec précision dans la zone maritime prédéterminée. » Il ajoute « Ce lancement de missile fait partie du programme annuel d'entraînement de routine de la force des fusées. Il est conforme au droit et aux pratiques internationales et ne vise aucun pays ou cible spécifique. » Le futur de la mer de Chine méridionale est donc complexe et incertain en raison des multiples enjeux géopolitiques et économiques. Les disputes territoriales entre la Chine et d'autres pays de la région, comme les Philippines, mais aussi des puissances extérieures comme les États-Unis, ne cessent de s'intensifier. La militarisation de certaines îles et récifs par la Chine et les réponses des autres pays pourraient également intensifier les conflits. Malgré les tensions, il existe des efforts diplomatiques pour résoudre les différends de manière pacifique. Il ne faut pas non plus oublier que la mer de Chine méridionale est également confrontée à des défis environnementaux importants tels que la surpêche, la pollution et les changements climatiques. Ces facteurs pourraient affecter la capacité de la région à soutenir une population croissante et à maintenir ses ressources naturelles. De plus, malheureusement, les États-Unis et la Chine continueront probablement à rivaliser pour augmenter leur influence dans la région. Voilà, tu sais maintenant tout des tensions dans la mer de Chine méridionale. Alors que les tensions continuent de s'exacerber, le risque d'une escalade militaire reste une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Malgré les efforts diplomatiques, les manœuvres militaires et les provocations restent fréquentes, alimentant le sentiment que la région est au bord d'un conflit majeur. Dans cette course entre la diplomatie et l'affrontement, le monde observe donc avec inquiétude. Conscient qu'une crise dans cette région pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières.